Bonjour à tous, on va démarrer le conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Virginie de France. Présente. Bécu Jean-Nicolas. Présent. Minutolo Marjorie. Présente. Carpentier Gilbert a donné procuration à Brigitte Calderon. Lamotte Diane. Présent. Frémax. Présent. Naudin Viviane. Présent. Beltrando Philippe. Morusi Coquelin Marie-Christine. Madame Viette a donné procuration à Marina Oquet. Oquet Marina. Tarini Alain. Van de Voir Marc a donné procuration à Virginie Delot. Calderon Brigitte. Dallès Martine. Michel Patricia. Dias Laurent. Bosselu Cyril. Pierre-Yves Chabot a donné procuration à Philippe Beltrando. Coquilla Ludovic a donné procuration à Virginie de France. Virginie Delot. Fournier Marie-Thérèse. Domanico Evelyne. Pignol Claude a donné procuration à Evelyne Domanico. Bontous Jocelyne. Ansargues Philippe. Orjas Jérôme a donné procuration à Jocelyne Bontoux et Costiou Pascal. Nous allons désigner le secrétaire de séance, enfin la secrétaire de séance dans le tableau du conseil municipal. Alors ce soir, la désignée sera Marjorie Minutolo. Merci, monsieur le maire, ça me touche. Ouais, Premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 avril 2024. Je soumets l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal du 24 avril 2024 qui figure en annexe 1 de votre dossier de séance. Y a-t-il des observations? Madame Bontoux. Alors, monsieur le maire, je tenais à vous remercier, ainsi que les services, pour des réponses à nos questions sur deux sujets que nous avons reçus. Malgré tout, il nous manque quand même encore le RSU, promis depuis le 31 janvier 2024. Et, comme vous vous étiez engagé, la copie du rapport du stade de Labosport. Je n'ai fait que reprendre ce qui est retranscrit dans le PV. Donc, il nous manque ces deux documents. Merci aussi pour l'organigramme que nous avons reçu sous forme de documents de travail préparatoire. Ce qui m'amène à vous poser quelques questions, puisqu'apparemment, il n'est pas validé, puisque c'est un document de travail que nous avons. C'est ça? Non, il est validé. Voilà. Il a été validé, il est validé. Eh bien, si on peut avoir l'organigramme validé... C'est le même validé par le CST. Mais oui, mais sauf que là, j'ai quand même quelques questions. Par exemple, au service technique, il y a un X. Je ne sais pas ce que veut dire les X sur l'organigramme. Les X, c'est ceux qui sont en cours d'être remplacés, en cours d'embauche. Et aussi, au CCAS, c'est pareil? Il y a un X. Au CCAS, Solidarité et Action Sociale, CCAS, il y a un X. Oui, parce que c'est un prestataire de service. Je ne vous entends pas. C'est un prestataire de service, c'est Mme Rabert, c'est ça? Voilà. Donc il y a des X, c'est des postes... Non, c'est voilà. Mme Rabert qui est sous forme X, c'est pas ZZ. Elle va pas être contente. Voilà. Bon, voilà. Mme Rabert... Mme Rabert étant une prestataire de service, donc elle est matérialisée sous forme du X. Apparemment, vous le découvrez. Mais bon, on constate quand même qu'il n'y a plus de responsable de travaux et de grands projets sur l'organigramme. Responsable de travaux. Responsable de travaux et grands projets. Texto, ce qu'il y avait sur le dernier organigramme que nous avions, que vous aviez établi, responsable travaux et grands projets. Bon, il n'y en a plus. De toute façon, il n'y en a plus. Pardon ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, voilà, c'est ça. Et j'aimerais savoir qui s'occupe de la commande publique. Est-ce que là non plus ? L'administration en général. Voilà, il n'y a pas de responsable de la commande publique. Voilà. Et l'état civil, c'est pas écrit, mais je suppose que c'est toujours les filles de la... C'est toujours la même équipe. Voilà, mais c'est pas...
c'est pas marqué. Voilà. Donc, du moment que c'était un document de Voilà. travail, Après, si vous avez éventuellement- besoin de plus d'informations, on est prêt à vous les donner en toute transparence. Mais oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question Et voilà. aussi. Non, parce mais que on peut je sais- répondre à toutes les questions sur les X, puisqu'il y a des projets de recrutement qui ont été lancés, sur lesquels on attend des techniciens de très haute qualité, puisque voilà, c'est difficile de trouver du personnel, comme tout le monde qui cherche des employés aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, là où il y a des cases vides, c'est qu'on espère les remplir rapidement. Et Madame Plaisant, assistante administrative, apparemment, elle n'est plus là non plus. Elle est partie. Voilà. Elle a choisi de partir dans un EPCI du Var. Oui, peu importe, mais bon, elle apparaît sur l'organigramme. Oui, mais bon, elle vient de partir. C'est compliqué pour arriver à tout faire, quoi. Voilà. Donc, puisqu'on est en train d'approuver le PV, je voudrais juste faire un petit message qui me tient à cœur quand même, parce que à la fin du CM, on pose des questions, vous répondez. Normalement, ces questions et ces réponses n'amènent aucun commentaire de part et d'autre. Mais on va y revenir un petit peu puisqu'elles font partie du PV. C'est-à-dire que sur une question en particulier, quand nous vous demandons où en est l'avancement de certains projets, même si cela vous agace profondément, on le voit au ton que vous utilisez dans vos réponses, il faut réaliser que ce sont vos propos. C'est-à-dire, quand vous nous dites « c'est en cours », je dois rencontrer un responsable, j'assiste régulièrement à des réunions, c'est prévu pour telle date, et que rien ne se débloque, c'est normal de venir régulièrement aux nouvelles. Voilà. Puisque on n'a pas le suivi ni le retour spontané de votre part, c'est tout. Donc je ne comprends pas pourquoi des fois il y a ce ton, vous l'avez déjà dit, ou alors vous n'écoutez pas les réponses. Là pour le moment on parle du PV, on ne parle pas de mon ton, c'est plus simple. Dites-moi ce qui ne va pas sur le PV et on va boucler l'histoire du PV. Quand vous me dites vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas les réponses. Ne me faites pas une séance de psychologie, demandez-moi ce qui ne va pas sur le PV et je réponds aux questions du PV. Voilà. S'il y a des anomalies sur le PV, Madame Bontoux, on va se cantonner aux règles, puisque vous me le reprochez assez souvent de déborder. Qu'est-ce qui ne va ou qu'est-ce qui ne va pas dans le PV? Je réponds. Voilà, oui. Donc on clôture le PV, vous le votez. Vous ne le voterez pas puisque vous avez décidé de ne pas le voter. On a le droit de s'exprimer. Oui, mais non, mais vous n'allez pas me faire un pro. Parce que vous semblez agacé quand on revient aux nouvelles, quand on vous demande de l'avancement. Mais c'est logique. Mais vous me posez des questions, j'essaie de vous répondre en toute transparence en fonction de l'évolution des dossiers. Oui. Je n'ai rien à cacher. Mais quand vous dites vous n'écoutez pas les réponses, je suis désolée, on les écoute, vos réponses seulement. Ça peut être évolutif et nous l'espérons. Non, il y a des moments, vous me posez des questions, je vous réponds et vous regardez à côté, vous n'écoutez pas la réponse. Ah non, mais les questions écrites, si vous me les donnez, je les ai. Oui, je vous réponds à toutes les questions, toujours en toute transparence, j'ai rien à cacher. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Mais je ne vous dis pas que vous cachez, je vous dis que des fois, vous trouvez bizarre quand on vient aux nouvelles. Écoutez, monsieur Ansarguès, posez la question, monsieur Ansarguès, et voilà. Je vous répondrai, je réponds aux questions. Et donc, suite à ce PV, puisque vous voyez, vous nous promettez de rencontrer le nouveau directeur des routes et que vous devez avoir un rendez-vous. Le 24 avril, vous nous dites ça. Avez-vous... J'ai eu le rendez-vous. D'ailleurs, vous pouvez constater que depuis le rendez-vous, il y a des panneaux qui ont été installés de limitation pour les radars. On est en train de travailler. Maintenant, je ne vais pas vous associer à toutes mes démarches puisque vous ne m'associerez pas au vôtre si vous étiez à ma place. Donc les démarches sont entamées avec le département sur la route de Roquefort concernant la vitesse. On avance, on a associé la gendarmerie, comme vous le savez, Gilbert Carpentier n'est pas là pour des raisons qu'on peut comprendre, mais on a toujours demandé à la gendarmerie et au département de trouver un moyen de faire ralentir les véhicules sur cet axe routier. La première des étapes qui a été faite, c'est de poser 2 panneaux pour identifier la présence de radars. Certes, pas des radars fixes, mais des radars qui vont être des contrôles radars qui vont être beaucoup plus récurrents. Et qui plus est, de même, on va rajouter une série de panneaux 70 sur toute la longueur, parce que comme vous l'avez peut-être constaté, il n'y en a que 3 de panneaux sur la longueur de la route sur laquelle on identifie la vitesse à 70 km/h. Donc tout ça, c'est en cours avec les services de la métropole et du département, en sachant que selon où on pose le panneau, on le pose chez un particulier. Donc il faut demander l'autorisation aux particuliers de pouvoir poser le panneau parce que les terrains de certains propriétaires arrivent en bordure de route. C'est pas moi qui ai fait à un moment donné le cadastre,
Donc il faut le temps que les choses se fassent. En plus, c'est une administration départementale pour laquelle le directeur des routes a été changé il y a un an. Un gars qui est quand même, il couvre 110 communes, 119 communes exactement. Et le gars, il n'a pas que Roquefort-la-Bédoule. Bien content que la vice-présidence, je la connaisse un peu bien pour qu'elle puisse donner un peu plus d'importance à Roquefort-la-Bédoule. Mais ceci étant, cette voie, elle est une voie qui pourrait être considérée comme urbaine à mes yeux, à mon regard, au regard du maire que je suis. C'est qu'aujourd'hui, il y a une insécurité récurrente sur cette route et il faut qu'on en sorte de cette insécurité. Donc pour l'instant, on a demandé des contrôles radars. Ça a fait réduire la vitesse, ça a fait réduire et ralentir les motos, surtout les motos. C'est les motos qui posent un problème. Voilà, mais bon, après, chaque chose, on évolue, on avance. Mais comme je vous dis, pour mettre un panneau, bien souvent, il faut une autorisation d'un particulier. Donc, et toujours suite au PV, vous deviez avoir un rendez-vous avec le ministre des Transports. L'avez-vous eu? Pas ministre des Transports. J'ai contacté le ministre des Transports, sauf que la situation politique, Madame Bontoux, le ministre d'hier n'est plus le ministre de demain. Donc, oui. Permettez-moi, il a été contacté. J'ai eu son directeur de cabinet au téléphone. On en a discuté. Ça concerne l'autoroute. Mais bon, je pense qu'il va falloir que je m'adresse au prochain. Parce que l'ancien, décidera pas grand-chose. Parce que vous savez, la dissolution de l'Assemblée nationale, personne, ni vous ni moi, n'étions au courant de ce qui allait se passer au lendemain des élections européennes. Exactement. Donc, écoutez, si vous ne voulez pas qu'on vous repose la question, tenez-nous au courant. Mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Et de toute façon, vous verrez les travaux. Des panneaux, vous ne pouvez pas dire que vous ne les avez pas vus. Ou alors, si vous n'avez pas vu non, les panneaux... vous insinuez des choses. Je ne suis pas aveugle. Je ne conduirai plus sinon. Non, il faut ralentir. Parce que maintenant, attention, vous savez que vous avez la preuve que je vais vite. Le premier qu'on a flashé l'autre jour, la gendarmerie, et j'étais avec eux, c'est un habitant de Roquefort. Oui, et qui m'a engueulé. Et c'est le même qui me reprochait la vitesse. Donc, à un moment donné... C'est toujours comme ça, comme les conteneurs. Voilà. Donc, voilà. Qui vote, vote contre? Ah, pardon. Le message qu'on voulait vous faire passer, gentiment, lorsqu'on vous pose une question écrite, que vous nous répondez orale, la vidéo et votre réponse écrite ne correspondent pas. Donc ce qu'on aimerait, c'est que vous répondiez le texte que vous avez écrit et de préférence de nous faire passer ce texte tout de suite après, comme nous on le faisait avant. Moi, je n'ai pas connu avant. Hein. Bon. Enfin, ceci étant, je ferai passer exactement ce que je vous dis, parce que bon... Voilà, on va voter, c'est peut-être plus simple. On va gagner du temps, parce que ce soir, il y a l'apéritif du capitaine. Donc, qui est contre Alors, abstention pour nous. Toujours au même motif. Je ne vais pas le répéter, mais ça sera retranscrit. Ça, vous l'avez dit 2 fois, ça suffit, que vous ne le voteriez plus jamais. Il en manque un. C'est bon. Le procès-verbal est adopté. Présentation des décisions prises par le maire par la délégation du conseil municipal. Suppression de la régie de recettes, tourisme et taxes de séjour. C'est la décision 07-2024. Décision 09-2024, demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport au titre de l'aide aux équipements sportifs pour la rénovation du stade Baou-Redon et du terrain mixte football-rugby. Décision 10-2024, achat de concession numéro 3256R, c'est cimetière. Décision 11-2024, attribution de marché public de travaux à procédure adaptée, numéro 2024-1, rénovation du gazon synthétique du terrain mixte foot-rugby du stade Baou-Redon. Décision 12-2024, renouvellement de la convention fourrière automobile. Ordre du jour, première délibération 33-2024, annulation et remplacement de la délibération 17-2024 portant sur la création et recrutement des contrats d'engagement éducatif année 2024. Diane Lamotte. Une question au sujet de la décision sur la demande de subvention pour le stade. Avez-vous eu une réponse ? Oui, on a les réponses. Voilà. Donc, c'est à la hauteur de ce que vous demandez. Bon, OK. Madame Lamotte.
Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la création et du recrutement des contrats d'engagement éducatif année 2024, la délibération numéro 17-2024 a été votée à l'unanimité lors du conseil municipal du 8 avril. Il s'avère nécessaire d'annuler et de remplacer cette délibération afin de rendre plus attractive la rémunération journalière à l'activité et d'étendre le profil des animateurs à recruter. Les mesures du dispositif restent identiques, ainsi que le nombre de créations d'emplois non permanents pour le recrutement de contrats d'engagement éducatif sur la période du 1er avril au 31 décembre 2024. Je vous laisse consulter le tableau, on va faire le détail. Il vous est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Décider d'annuler la délibération numéro 17-2024 en date du 8 avril 2024. Article 2. Appliquer selon le profil des candidats la rémunération journalière prévue au tableau ci-dessus. Article 3. Dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget chapitre 012. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Est-ce que ces contrats restent subventionnés par la CAF? Oui, tout à fait. Pareil? Oui, toujours pareil. Sur quelle base? Sur la même base, Habituelle. La base habituelle, ça n'a pas changé. Ah non, mais comme on a augmenté la rémunération... Non, en fait, on l'avait baissé au vote de la dernière fois, Okay. Et on l'avait augmenté parce qu'on avait du mal à recruter par rapport au prix des communes avoisinantes. Et là, donc on a réaugmenté pour pouvoir nous aussi avoir des animateurs cet été et satisfaire les 150 enfants par semaine. voilà. Et Tout donc, simplement. vous avez votre quota Réadapté, mais avec la CAF, tout va bien. d'animateurs. Tout à fait. Nécessaire au nombre d'inscrits. Il y en a un qui n'a pas voté. Marie-Christine. Délibération adoptée à l'unanimité. Deuxième délibération numéro 34-2024. Adhésion de la commune à la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Rapporteur Philippe Beltrando, vu que Pierre-Yves Chabot n'est pas là. Merci, Monsieur le maire. La Fédération nationale des collectivités pour la culture est un lieu de rencontre entre élus, permettant l'échange d'informations, la confrontation d'expériences, l'analyse en commun des problématiques ou d'élaboration de propositions dans tous les domaines de l'action culturelle locale. Elle est en lien régulier avec les commissions des affaires culturelles du Sénat et de l'Assemblée nationale. Son action est nourrie par la diversité politique, géographique, démographique, l'originalité des collectivités territoriales adhérentes et le pluralisme de leurs travaux et réflexions. Elle permet aux collectivités de s'inscrire dans un réseau pluraliste de collectivités représentées par leurs élus, partager et découvrir d'autres expériences, se former à l'ensemble des enjeux politiques culturels, faire rayonner leur ville, faire entendre leur voix sur le plan national, contribuer à l'évolution de leur politique culturelle publique, favoriser la prise en compte de la dimension culturelle dans les politiques publiques, promouvoir la diversité de la création artistique et l'inventivité des territoires, enfin, soutenir et valoriser les pratiques culturelles en amateurs et associatives. Les collectivités siègent paritairement au sein du conseil d'administration constitué de 64 représentants de collectivités territoriales. La commune souhaite s'engager dans ce dispositif en souscrivant à l'adhésion au titre de l'exercice 2024 pour un montant de 204 €. Il vous est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1er. Approuver l'adhésion de la commune à la Fédération nationale des collectivités pour la culture au titre de l'exercice 2024. Article 2. Dire que les crédits correspondent article 6281 est versé au titre de l'adhésion 2024 pour une somme de 204 € en raison de notre nombre d'habitants, moins de 20 000 habitants. Article 3. Autoriser M. à adhérer au dispositif et à signer. Y a-t-il des questions? Oui, on note que c'est une adhésion de plus. Dans un an, on fera le point sur toutes ces actions dans le cadre de ces multiples adhésions que la commune a souscrites. Oui, bien sûr.
Bien sûr, mais ça, c'est pour valoriser la commune. Hein. Donc après, on peut faire tous les points que vous voulez. Très bien. D'autres questions? Passage au vote. Il en manque un. C'est moi, pardon. Adopté à l'unanimité. Troisième délibération, la numéro 35-2024, convention de partenariat culturel avec Provence en Seine pour l'année 2004, pour la saison 2004-2025. Rapporteur Philippe Beltrando. Merci, monsieur le maire. Le département des Bouches-du-Rhône s'est engagé depuis de nombreuses années dans le soutien et la mise en œuvre de multiples actions, dont un partenariat culturel pour les communes de moins de 20 000 habitants. Il propose, au travers d'une convention, un accompagnement administratif, une expertise artistique et un panel de spectacles vivants, nous faisant bénéficier d'un taux de remise de 60 et de 80% pour le catalogue Provence en Seine Plus. La participation annuelle du département pouvant aller jusqu'à 17 000 € sur un ou plusieurs spectacles, cette convention permettrait à la commune de proposer la diffusion de spectacles vivants à des tarifs très attractifs. Cette convention, figurant en annexe 3 du présent dossier, n'entraîne aucun impact budgétaire. Le conseil municipal doit approuver la convention et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à ce partenariat. Il vous est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1er. Approuver la convention de partenariat culturel Provence-en-Seine entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Roquefort-la-Bédoude, telle que présentée au conseil municipal. Article 2. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à ce partenariat. Y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît. On est considéré comme une commune de plus de 6 000 habitants ou de moins de 6 000? On est plus de 6 000 habitants au dernier recensement. Ah, donc c'est pas 60%, c'est 50% la subvention. Non, mais il y a Provence-en-Seine Plus, où on arrive sur un catalogue particulier qui s'appelle Provence-en-Seine Plus, à avoir des subventions de 80%. Oui, non, mais la commune, nous, là, sur la délib, une remise de 60 à 80. Mais si on a plus de 6 000, on est à 50%. Selon oui, mais là, Provence-en-Seine concerne les communes de moins de 20 000. Oui, de 6 000 à 20 000, à moins de 20 000. Oui. Donc 50%, pas 60. C'est marqué dans la convention. Oui. Voilà, bon, peu importe. On a acheté beaucoup de spectacles, ce catalogue l'année passée. Oui, la plupart des spectacles sont des spectacles Provence-en-Seine, voilà. Ou Provence-en-Seine Plus. C'est bien. Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Quatrième délibération, délibération 36-2024, autorisation de règlement intérieur du Centre municipal de loisirs, rapporteur Diane Lamotte. Merci, monsieur le maire. Le règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs de la commune doit être révisé en fonction des évolutions réglementaires et des temps d'accueil. La commune propose de mettre en place un projet personnalisé individuel permettant l'accueil des enfants porteurs de handicap ainsi que la réactualisation de la fiche sanitaire. Le conseil municipal doit approuver ce règlement intérieur complété et actualisé, figurant en annexe 4 du présent dossier. Il vous est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Approuver le règlement intérieur des ACM, Centres municipaux de loisirs, Carrefour Jeunes et accueil périscolaire pour une application à côté du 1er septembre 2024. Article 2. Approuver le projet personnalisé individuel PPI pour l'accueil d'enfants porteurs de handicap au sein des ACM. Y a-t-il des questions? Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? L'accueil, sauf erreur de ma part, était jusqu'à 18h. 30. Et ce sera plus. Et là, on repasse à 18h. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de différences. C'était 1 €, je crois. Oui, alors c'était pas une question tarifaire, c'est une question qu'on avait fait un sondage auprès de tous les parents d'élèves. On avait 89 parents qui étaient intéressés par cette ouverture tardive, donc on l'a mis en place. Mais au fond du compte, ils sont 2 enfants au maximum et encore pas tous les soirs. Donc ça coûte plus cher à la commune de garder un animateur pour ce temps que pour satisfaire uniquement 2 enfants. Donc on essayera de trouver des solutions pour mettre les parents en relation, qui s'entraident ou je ne sais pas, via l'APE, mais en tout cas, la commune ne peut pas maintenir un service pour si peu d'enfants.
Et donc, de ce fait, là, vous pourrez satisfaire toutes les demandes des familles? Oui, en règle, normalement oui, d'autant que, alors là, ça n'a rien à voir avec le règlement intérieur, mais on est passé de 70 à 90 places pour la rentrée, ce qui était le maximum de nos listes d'attente l'année précédente. Merci. De rien. Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Cinquième délibération, 37-2024, participation financière de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Carnoux pour les élèves fréquentant les établissements scolaires résidant à Roquefort-la-Bédoule. Rapporteur Alain Tarini, pardon. Merci, Monsieur le maire. Un petit historique rapide par rapport à cette délibération. Ces conventions, les deux conventions, puisque celle d'après, c'est la même avec Cassis, nous avons continué les conventions que vous aviez signées vous-même quand nous sommes arrivés. Et puis, quand on a fait un peu les comptes, avec l'aide de Monique Anzalone et de Brigitte Alenda, on s'est aperçu que ces conventions, elles étaient totalement à notre désavantage parce qu'on a un élève de Cassis et de Carnoux, et nous, on en envoie un certain nombre. Donc, j'ai été chargé par Monsieur le maire de négocier avec mes collègues de Carnoux et de Cassis. Ça n'a pas été facile. J'étais parti sur une négociation un peu rude, j'avoue. Le maire m'a demandé de redescendre un petit peu pour pouvoir trouver un accord. Nous avons trouvé cet accord et il nous permet de réduire la part que nous devons donner aux communes de Cassis et de Carnoux. Et surtout, le deuxième élément, c'est que à partir de cette année, on ne donnera plus de participation dans le cas où la dérogation aurait été acceptée par les communes de Cassis et de Carnoux sans qu'elle soit obligatoire. Il y a des cas obligatoires et il y a des cas totalement facultatifs. Donc, nous nous sommes mis d'accord pour que, dans les cas facultatifs, nous n'ayons, s'ils acceptent les dérogations, et si nous on les accepte aussi, de notre côté, on n'en a pas, mais bon, ça pourrait arriver, qu'on ne paie pas cette indemnité. Donc, on a bien refait les comptes et on a réussi à économiser quand même plusieurs centaines d'euros, tant sur la maternelle que sur le primaire. Donc, la délibération est la suivante. La loi 83-663 du 22 juillet 83 fixait le mécanisme de répartition des charges entre les communes accueillant dans leurs écoles publiques maternelles et élémentaires des élèves dont les représentants légaux résident dans d'autres communes. Le montant de la contribution de la commune de résidence est fixé par accord entre les communes, c'est ce que nous avons fait. Le calcul se base uniquement sur les dépenses obligatoires de la commune d'accueil et non sur les facultatives, et c'est ce que nous avons corrigé parce que c'était pas tout à fait ça. La convention précise les montants attribués chaque année pour chaque enfant scolarisé, soit à l'école maternelle, soit à l'école élémentaire. Par conséquent, pour l'année 2024-2025, le montant de la participation de la commune de Roquefort-la-Bédoule est fixé à 400 euros par élève. Il était de 500 et quelques, 580, fréquentant l'école élémentaire. Et 1300, il était de 1543, je crois de mémoire, par élève fréquentant l'école maternelle. Elle indique également que la commune de résidence ne donnera aucune participation financière à la commune d'accueil si cette dernière accepte une dérogation dont les critères ne correspondent pas à la législation. C'est ce que je viens de dire. Le conseil municipal doit approuver les termes de la convention figurant en annexe 5 du présent dossier portant sur la participation financière versée à la commune de Carnoux pour les élèves y étant scolarisés et résidant à Roquefort-la-Bédoule, signée pour une durée d'1 an. Et Carnoux fait la même chose de son côté. Il vous est donc proposé le projet de délibération suivant: autoriser la convention ci annexée portant sur la participation financière versée à la commune de Carnoux pour les élèves y étant scolarisés et résidant à Roquefort-la-Bédoule, signée pour une durée d'1 an. Et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Je répète, je redirai pas la même chose pour la délibération suivante, c'est la même chose. Vous changez Carnoux par Cassis, c'est exactement la même. Y a-t-il des questions? Oui.
Alors, tout d'abord, je vais féliciter M. Tarini d'avoir fait cette négociation. Surtout, c'est quelqu'un qui, au début qu'il a été élu dans votre majorité, ne trouvait pas nos conventions et disait qu'il n'y avait pas de convention. Donc, depuis, c'est bien, il peut faire l'historique, vous les avez retrouvées, tout va bien. Par contre, c'est bien d'avoir... Je n'ai jamais dit qu'elles n'avaient pas été retrouvées, je vous ai dit qu'elles n'avaient pas été renouvelées. C'est non, la même qu'elles chose. n'étaient pas faites. Mais bon... Je m'en souviens, j'avais insisté. Mais bon, voilà. Toujours est-il. Je prends les remerciements. Prenez les bonnes choses. Voilà. Et c'est bien parce que ça minimisera aussi l'impact des enfants que nous accueillons d'autres communes où on ne reçoit pas d'indemnité. C'est très bien. Donc, nous allons voter pour, en souhaitant bien sûr que les conditions d'accueil réglementaires soient respectées. C'est la même chose pour la délibération suivante. Donc on vote les deux délibérations en même temps? Non, mais on ne va pas répéter. On ne peut pas, mais je ne répéterai pas tout. Bon, on vote Carnoux, alors allons-y pour On Carnoux. vote une et l'autre. Adopté à l'unanimité la même convention concernant l'école publique de Cassis. Passage au vote. Allez. Délibération votée à l'unanimité. Septième délibération. 39-2024, avenant de contrat de délégation des services publics avec la société Sodexo. Rapporteur Jean-Nicolas Bécu. Merci, Monsieur le maire. Donc, le projet de délibération qui vous est présenté raconte exactement ce qu'il est nécessaire de faire, mais par contre, les modalités vont être légèrement différentes et je vais vous expliquer ça. Donc, en 2017, le conseil municipal de Roquefort-la-Bédoule a décidé de donner à la Sodexo une délégation de service public pour la restauration scolaire qui démarrait le 1er septembre 2017 et qui se termine le 31 août 2024. En conséquence de quoi, et si on veut que nos chères têtes blondes déjeunent à partir du 1er septembre 2024, il faut mettre en place une solution juridique. Logiquement, au départ, ce qui était prévu par Monsieur le maire, c'était ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire réfléchir aux différentes possibilités, y compris éventuellement le fait d'une restauration en régie, prendre une décision première qui est de savoir si on redonne une délégation de service public ou si au contraire la ville veut s'en occuper elle-même. Et une fois qu'on a fait ça, on lance un appel d'offres. La commission d'appel d'offres se réunit, étudie les différentes propositions et ensuite on vient proposer au conseil municipal de voter pour ce nouveau marché. Dans le cas particulier, on est confronté au fait que l'on a un groupe scolaire qui va sortir de terre probablement avant la fin de l'année scolaire qui se termine en juin 2026, que d'autre part, ce groupe scolaire va être plus vaste que celui actuel, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le construit, qu'il y a des problématiques liées à l'endroit où se trouvera la restauration scolaire, car parmi certains des projets qui ne sont pas finalisés, on envisage que la restauration scolaire se déroule désormais dans l'ancien groupe scolaire, enfin dans les bâtiments actuellement utilisés. Et enfin, on n'a pas de visibilité ni sur le nombre d'enfants qui seront concernés. Je vous rappelle qu'en plus, la délégation concernant la restauration scolaire prévoit aussi de restaurer les maternelles, certains personnels de la ville, dans certains cas des maisons de retraite et autres EHPAD. Et en conséquence, il y a des volumes qu'on n'est pas capable d'apprécier correctement aujourd'hui. Donc, Monsieur le maire, très rapidement,
a demandé qu'on étudie la possibilité de proroger la délégation actuelle, bien qu'elle soit déjà très longue, puisqu'elle a duré 7 ans, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais il faut que vous sachiez qu'habituellement, une délégation de service public dans ce genre de sujet, c'est 3-4 ans. Donc 7 ans, c'était déjà très long, mais confronté à la difficulté que nous avons, l'idée est de la proroger jusqu'à ce que le nouveau groupe scolaire soit sorti de terre, qu'on sache exactement comment on veut nourrir les enfants après, et qu'à ce moment-là, on lance la procédure que j'ai expliquée au départ. Dans le projet de délib que vous avez là, on vous rappelle les différents avenants qui ont été signés au cours du temps, dont un certain nombre avant que nous devenions responsables des affaires de la ville. Si vous me le permettez, je ne vais pas vous les relire, parce que je crois que vous savez très bien lire vous-même. On vous rappelle également le nombre de références de repas qui a été prévu et qui sert à apprécier les résultats de chaque année. Un peu plus tard, aujourd'hui, on va vous faire part du rapport de la Sodexo sur l'année qui vient de s'écouler. Donc c'est un peu de la même chose. Donc dans un premier temps, on avait envisagé, comme on ne savait pas très bien à quelle vitesse le groupe scolaire allait sortir de terre, de s'appuyer d'une part sur une ordonnance qui a été prise par le président de la République en 2020 à la suite du premier confinement Covid et qui permet entre 4 mois et 1 an, en fonction du type de délégation de service public dont il s'agit, de proroger sans aucune autre forme de procès que le fait que le délégataire prouve qu'il ne peut pas se débrouiller avec 4 mois et qu'il a donc besoin d'une année. Et ça ne dure qu'1 an. Et en plus, ça a été décidé en 2020 et on est quand même en 2024. Et nos conseils nous ont attiré l'attention sur le fait que c'était moins sûr juridiquement aujourd'hui de s'appuyer sur cette ordonnance qui, de toute façon, ne nous aurait emmené que jusqu'à août 2025, alors qu'on sait à peu près certainement aujourd'hui que le groupe scolaire ne sera pas sorti de terre définitivement avant juin 2025. Donc on revient, il n'y a que dans les annexes le projet d'avenant qui vous était présenté, qui ne concernait donc que cette première année 2024-2025. Et là-dessus, on va plutôt partir aujourd'hui sur les dispositions générales du Code de la commande publique, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances imprévues, et imprévisibles surtout, qui permettent à la ville de signer, sous réserve que le délégataire l'accepte, un avenant qui ne serait plus limité dans le temps par année de 12 mois, mais qui serait limité à la date à laquelle le nouveau groupe scolaire sera opérationnel. Il sortira, à mon avis, pas de terre avant le 30 juin 2026, mais il pourrait subir des contretemps. Je sais bien que notre ami Alain serait furieux si ça se passait, mais il sait aussi que dans le bâtiment, on n'est jamais à l'abri de rien. Et donc, le maire va négocier avec la Sodexo pour obtenir un avenant qui ne soit plus limité à une date butoir, mais à l'échéance de la construction du groupe scolaire. Il y a des règles très précises. Les services vous ont rappelé l'article du Code général des collectivités, du Code de la commande publique, l'article L3135-1. Les règles, quand on est comme ça dans des circonstances particulières, visent à éviter qu'un délégataire en place puisse profiter des circonstances pour voir son marché amélioré par rapport à ce qui était prévu. Et c'est pour ça qu'on a besoin que la Sodexo adhère. Il s'agit là de proroger dans les mêmes conditions que le contrat actuel et de ces avenants comme ils ont été signés. Il s'agit nullement que les tarifs puissent être négociés en dehors de ce qui est prévu dans le contrat, et il s'agit juste de proroger jusqu'à ce que le nouveau groupe scolaire soit disponible. Monsieur le maire a déjà discuté avec les représentants de la Sodexo, qui lui ont donné un accord de principe. Alors évidemment, tant qu'ils n'ont pas apposé leur signature sur le projet d'avenant, on est sûr de rien, mais enfin, on a quand même de bonnes assurances.
Et là, ce qu'on vous demande ce soir, c'est d'autoriser Monsieur le maire à poursuivre ces discussions, ces négociations avec la Sodexo en vue d'obtenir une prorogation du contrat actuel dans les mêmes conditions que le contrat actuel jusqu'au moment où le nouveau groupe scolaire sera sorti. Voilà, excusez-moi si j'ai été long. Y a-t-il des questions? Oui. Merci, Monsieur Bécu, vous êtes un bon orateur. J'ai une question, je voudrais revenir sur la page 8. Sur la page 8, il est noté qu'il y aura des travaux d'aménagement de la cuisine centrale et de la salle de restauration. Donc, quel type de travaux d'aménagement? Et également, il est noté que la mise en service de cet équipement devra intervenir simultanément à la livraison de la nouvelle école. Donc, il est prévu qu'il y ait les deux qui soient livrés en même temps, la salle de restauration et la nouvelle école? Ben, c'est un peu normal qu'on livre en même temps l'école et la cantine. Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé par lancer, comme vous le savez, le projet de construction du bâtiment. C'était d'abord le plus important, il y avait le concours d'architectes, et puis les travaux vont prendre un certain temps. Mais parallèlement, on a identifié qu'il allait y avoir besoin de régler le problème de la restauration scolaire. Comme je le disais tout à l'heure, est-ce que la ville va décider, comme c'est le cas de certains de nos voisins, de faire la cuisine elle-même en régie? C'est une possibilité. Est-ce qu'elle va redéléguer à une entreprise qui aura une délégation de service public? Et surtout, Monsieur le maire a très vite identifié que si jamais on devait transformer le groupe scolaire actuel pour partie comme nouveau centre de restauration, il allait y avoir des travaux à entreprendre, il va y avoir des investissements à faire, le matériel pour une part est déjà un petit peu ancien, et de toute façon, comme les volumes que nous ne connaissons pas exactement risquent d'évoluer, il est clair que le nouveau groupe de restauration aura besoin de s'adapter, il y a peut-être des normes qui vont avoir changé, il y a tout un ensemble de problématiques. Or, si nous décidions, et quand je dis nous, c'est nous tous, si nous décidions de reconduire une délégation de service public une fois que le nouveau groupe scolaire sera sorti de terre, il y aura une question qui va se poser, qui avait déjà justifié que la délégation actuelle soit si longue, 7 ans, c'était pour faire supporter le coût de l'amortissement d'un certain nombre d'investissements qui, en 2017, avaient été réalisés par la Sodexo. Et c'est une possibilité que la ville ne veut pas se refuser d'éventuellement négocier avec un futur délégataire le fait qu'il prenne en charge l'aménagement du nouveau groupe de restauration à l'intérieur du groupe actuel scolaire, et peut-être des investissements, d'équipements, etc. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est important qu'on laisse la possibilité, effectivement, d'exister, et c'est pour ça qu'on proroge la délégation actuelle, c'est pour que, justement, pendant les 2 ans au cours desquels le nouveau bâtiment va sortir de terre, les différentes commissions concernées, les différents services concernés puissent mener des études déjà pour décider si la ville voudrait faire de la restauration en régie. C'est une option, il y a beaucoup de villes qui le font, ou au contraire reconduire une délégation. Et si jamais c'est cette décision-là qui est prise, il y a matière à engager des discussions, même préalables au lancement d'un appel d'offres, pour vérifier comment les différents candidats potentiels envisageraient de financer ou de contribuer au financement de ce nouveau groupe de restauration une fois qu'il sera conçu. Voilà, encore une fois, je suis peut-être un peu long. Maintenant, je vais répondre parce que je vais répondre plus rapidement, moi. Oui. Merci. Oui. Oui, c'est parce qu'en fait, lors de la réunion publique par rapport à l'école, on avait notamment parlé des réseaux qui étaient entièrement à refaire. Et donc, ce qu'on voulait savoir, si c'était prévu, en fait, que dans les travaux, il fallait revoir aussi tous les réseaux pour la restauration, si c'était prévu là ou en même temps que la livraison de l'école. Parce que ce n'était pas très clair lors de la réunion publique, en fait. Non, mais là, ça a été très clair à la réunion publique. C'est uniquement que cette école a 50 ans. Il y a des réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux usées qui sont dans le vide sanitaire et qui ne fonctionnent plus.
Les raisons, c'est la vétusté du bâtiment liée à son âge. Ce n'est pas que personne ne les a cassés. Donc on sait pertinemment qu'il y a des travaux de génie civil importants qu'il faut qu'ils soient entrepris. Ouvrir la cour de l'école, un fait actuel, pour passer les canalisations, etc. Donc tout ça, ça a été pris en compte, c'est sûr. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre ces travaux en ayant une école en service. Il va falloir que d'abord l'école se vide et pendant la période estivale, on fera faire les travaux nécessaires, on va dire une opération commando pour pouvoir refaire ces canalisations et aussi refaire le réaménagement de la cantine scolaire qui n'est autre qu'un réaménagement intérieur puisqu'on va pousser des cloisons pour gagner de la place, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que pour répondre à votre question, la première, il est nécessaire que la cantine soit en ordre de marche à partir du moment où l'école sera livrée. Merci. Voilà. Passage au vote. Il a manqué. Marjorie. Délibération, 9e délibération, la 41-2024, Convention Métropole d'Aix-Marseille-Provence, prestation de délégués à la protection des données, DPO, la data protection officer mutualisée. J'ai oublié quoi? Ah oui, en plus c'est moi qui dois le dire. Alors la 40-2024, délégation de services publics, rapport annuel technique et financier du titulaire de la concession de services publics de restauration collective. L'article 31, L3131-5 du Code de la commande publique prévoit que le délégataire produit chaque année à l'autorité compétente un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité de service. Ce rapport permet à l'autorité concédante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Le rapport remis par la société Sodexo, titulaire de la concession de services de la restauration scolaire, met en évidence plusieurs actions menées pendant l'année. Le conseil municipal doit donner acte à monsieur le maire de la présentation de ce rapport figurant en annexe 8 du dossier. Il vous est proposé le projet de délibération suivante. Donner acte à monsieur le maire de la présentation du rapport annuel établi par Sodexo, titulaire du contrat de concession du service de restauration collective. Y a-t-il des questions ? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. 9e délibération 41-2024, Convention de métropole d'Aix-Marseille-Provence, prestation de délégués à la protection des données, la DPO, Data Protection Officer mutualisée. Rapporteur Cyril Bosselu. Merci, Monsieur le maire. Le règlement de l'Union européenne 2016-679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, RGPD, du 27 avril 2016, impose à toute autorité publique effectuant des traitements de données la désignation d'un délégué à la protection des données, DPO, Data Protection Officer. Le règlement général pour la protection des données, RGPD, prévoit la possibilité de désigner un seul DPO pour plusieurs organismes publics. La métropole d'Aix-Marseille-Provence propose une prestation de mutualisation de la fonction de DPO avec les communes membres qui en font la demande. Au regard du volume important des nouvelles obligations issues du RGPD et de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la commune dispose et les dites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence présente un intérêt certain. Le coût de cette prestation est fixé par délibération du Conseil de la métropole en fonction de la strate démographique, soit pour la commune un tarif annuel de 6 500 € pour la première année et 4 000 € les années suivantes. Le Conseil municipal doit approuver les termes de la convention figurant en annexe 9 du présent dossier et autoriser Monsieur le maire à la signer. Il vous est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Approuver les termes de la convention de mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données, DPO, Data Protection Officer, entre la commune et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Article 2. Dire que les crédits afférés
affaires seront inscrits au budget chapitre 011, article 611. Article 3, autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de mutualisation de la fonction de DPO avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence, ainsi que tout document se référant à cette affaire. Y a-t-il des questions? Ah, si. J'ai appuyé, non? Passage au vote. Oui, j'ai demandé la parole. Ah, pardon, excusez-moi. Mais vous n'allez pas cliquer sur le bouton. Si, j'ai appuyé pourtant. Si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Alors, nous aimerions savoir qui sera désigné en comité technique comme responsable de traitement. Est-ce que nous serons associés à la sensibilisation des élus? Y a-t-il un nombre d'interventions? Et dans la mesure où c'est la métropole qui propose cette prestation, pourquoi n'a-t-elle pas pris en charge le coût? Qui va s'en occuper? La première question, c'est Cyril qui va s'en occuper puisqu'il a les compétences nécessaires pour gérer ce genre de dossier. Et dans ce monde dans lequel nous traversons, c'est, excusez-moi, mais c'est un peu compliqué pour moi, en ce qui me concerne. Après, au niveau sensibilisation, c'est sûr qu'il y aura des sujets de sensibilisation puisque, comme vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui ont été attaquées par des attaques, des cyberattaques, ce qu'on appelle, et qui ont provoqué d'énormes dégâts, puisqu'après, il faut tout relancer, et c'est un sujet énorme. Et pourquoi la métropole n'a pas pris ça en compte? Puisque la métropole nous assiste, on va dire, nous fait bénéficier d'une mutualisation de tarifs pour faire baisser les coûts, puisque c'est des coûts énormes aujourd'hui. Cyril va vous en dire 2 mots de plus. Mais il est vrai que la métropole, ce n'est pas non plus de sa compétence, ça. Ce n'est pas une compétence métropolitaine. Elle nous fait bénéficier de ses... de son marché qu'elle a dû passer avec un opérateur, puisque la métropole a été, il n'y a pas très longtemps, subi une cyberattaque qui avait pas mal pénalisé, interrompu le fonctionnement de la métropole. Voilà. C'était juste un regret, quoi. On aurait pu espérer que la métropole fasse un geste. Vous n'avez pas répondu à la sensibilisation, si nous serons associés à cette sensibilisation. Je vais répondre. Merci. Alors, premièrement, là, on est dans le cadre du RGPD et ça n'a rien à voir avec la protection, avec la sécurité contre les cyberattaques. Là, c'est sur la protection des données personnelles qui sont collectées par l'administration. Donc, pas par vous, mais par l'administration. Donc, les actes de naissance, voilà. Tout ce qui est données personnelles qui sont collectées, on a une obligation de transmettre les données, alors pas les données en elles-mêmes, mais notifier la CNIL que la collectivité collecte ces données-là. Donc ça peut être des adresses e-mail, ça peut être des numéros de téléphone. Et on dit, pour tel sujet, on collecte ces données-là. C'est une obligation qu'on a. Et le RGPD nous oblige à avoir un temps complet affecté à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il va faire la passerelle entre la collectivité et la CNIL. Et financièrement, c'est un coût énorme. La métropole, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle nous aide en mettant une personne, parce qu'on ne fait pas du RGPD, on fait des nouveautés tous les jours. Donc la métropole nous met à disposition une personne qu'elle prend en charge, donc elle prend en charge son salaire, et nous, toutes les communes qui adhèrent, participent à hauteur pour que cette personne, parce qu'ils n'en ont pas qu'une seule, vu le nombre de communes qu'il y a sur la métropole. Voilà. Donc c'est cette partie-là. Ça nous évite un coût d'un salaire d'une personne qui en fait ne travaillerait pas forcément toute l'année. À travers ça, la métropole, donc le DPO, va former le personnel et leur apprendre ce qu'ils peuvent faire avec les données et ne pas faire. Donc dans ce cas-là, les élus ne sont pas vraiment concernés. C'était juste parce que c'était écrit sensibilisation des agents et des élus dans la Convention. C'est une sensibilisation. Mais par exemple, vous n'en avez pas besoin. Vous, parce que vous n'allez pas dire à l'administration j'ai besoin d'un formulaire qui va stocker les numéros de téléphone et les adresses de X personnes. Voilà. Nous, on peut en avoir besoin parce qu'on peut être amené à créer, par exemple, un formulaire d'inscription à je sais pas, une sortie ou voilà. Et du coup, on aura une obligation.
Donc, du coup, les élus sont concernés. Vous disiez les agents, les élus de la majorité seront concernés. C'est pas les élus qui vont être formés principalement. Ce sera aux agents. Il y aura une sensibilisation, mais ça, ce sera plus moi qui la ferai et pas le DPO. Ce sera aux agents de dire attention, j'ai été formé par mon DPO, il m'a dit que ce type de données, il devait être déclaré à la CNIL, donc on a certaines actions à faire. Voilà. En ce qui concerne la sécurité, ça c'est une autre histoire. Je travaille en ce moment avec Madame la DGS pour faire un dossier de sensibilisation de tout le monde. Donc là, vous serez aussi sensibilisés sur les gestes à avoir, voilà, ce qu'on appelle la santé et les bonnes pratiques de l'utilisation de l'outil informatique. Mais ça, c'est une autre chose qui viendra à part. Voilà, on travaille dessus. Et quant au nombre d'interventions, vous n'avez aucune indication ou alors c'est prévu régulièrement? Alors, il n'y a pas de nombre. Ça va être surtout sur notre demande, en fonction des besoins de l'administration. Ils seront là, prêts à écouter. Et en même temps, eux, ils ont des obligations. Le DPO a des obligations, mais en fait, ça ne concerne pas. Lui, il a les dossiers, il sait quand est-ce qu'il doit remonter les données à la CNIL, et il a des dates précises par rapport à la CNIL pour dire, voilà, je dois remonter telle donnée à tel moment. Mais c'est tout. Ça n'a pas d'influence sur l'administration en elle-même. Pour l'administration, en fait, voilà, c'est plus une interface. Donc, on a besoin d'informations, on lui demande. On a saisi de nouvelles données, un nouveau type de données, on informe le DPO et lui, il communique ça à la CNIL. Voilà. La CNIL a de nouvelles informations, de nouvelles réglementations, elle les donne au DPO, le DPO les transmet à l'administration. Parfait. Et 6 500 € la première année, bon, c'est conséquent. Pourquoi la deuxième année, c'est un peu moins cher? C'est la mise en service, c'est la mise en place? C'est la mise en service. C'est la mise en service. Bon, parfait. Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Je vais passer aux questions. Première question. Je vous laisse la lire, hein, parce que... C'est la clause de revoyure pour la restauration scolaire facturée en fonction du quotient familial. L'année passée, il y a 2 ans, on avait évoqué une clause de revoyure au bout d'1 an, mais on a laissé 2 ans passer pour que ça soit plus logique. Donc, Monsieur le maire, en juillet 2022, vous proposiez en conseil municipal l'adoption d'une nouvelle tarification des repas pour la restauration scolaire, variable en fonction du quotient familial. Après 2 années d'exercice, pouvez-vous nous informer de la dépense correspondant à la contribution communale de participation aux frais de repas pour les 3 dernières années scolaires afin d'avoir un élément de comparaison? Merci. Monsieur Tarini va vous répondre. Bref, puisque vous demandez des chiffres, donc on vous donne des chiffres. En 2020-2021, la commune a dépensé pour la restauration scolaire 167 960 € TTC. En 2021-2022, 172 492. Et en 2022-2023, 164 784. Ces montants correspondent aux repas des écoles, bien sûr, maternelles et primaires, du centre de loisirs, de la crèche et des agents municipaux. Donc c'est la part de la ville. Je fais juste un petit commentaire. Quand il a été décidé de passer au quotient familial, ça a été décidé pour 2 raisons. D'abord parce que ça a un caractère d'équité et ensuite parce que les dépenses étaient en train de glisser parce qu'on était en dessous du tarif qui est pratiqué habituellement dans les autres communes. Et si on n'était pas passé au quotient familial, on aurait été obligé d'augmenter assez fortement pour rester dans cet étiage-là, assez fortement tous les repas. Question numéro 2.
Allez-y. Alors, c'est une question au sujet de l'aire des gens du voyage. De longue date, une aire pour les gens du voyage, mutualisée avec les villes de La Ciotat, de Roquefort-la-Bédoule, de Cassis et de Carnoux, devait voir le jour conformément à la législation. En juin 2023, un article paru dans la Provence annonçait que le projet prévu sur la commune de La Ciotat était définitivement abandonné. Cependant, la métropole et les communes devaient poursuivre leur démarche pour trouver un nouvel emplacement. Qu'en est-il à ce jour de ce projet qui devient urgent, au vu des derniers déplacements en masse de cette communauté qui a affecté récemment la sécurité de la ville de Cassis et des villes voisines? Une étude métropolitaine est-elle en cours? Le lieu est-il défini? Et quand est-ce que ce projet doit-il aboutir? Même si c'est la métropole qui est chargée de l'implantation et du financement de cet équipement, il est de la responsabilité des maires des communes d'assurer la tranquillité des administrés. C'est moi qui vais répondre. Donc, comme vous le savez, comme vous avez sûrement vu, à Cassis, il y a eu un envahissement par les gens du voyage. Alors, la métropole, c'est vrai qu'elle avait prévu une aire de stationnement entre la commune le pas de Bellefille et La Ciotat, dans l'ancienne carrière qui est au bord entre la voie ferrée et l'autoroute. Sauf que ce projet a été abandonné. Les raisons sont simples, c'est que l'emplacement est trop petit. Au vu du nombre de caravanes qui débarquent chaque fois, c'est à Cassis, il y avait plus de 300 caravanes. Donc l'espace qu'il leur faut est de plus en plus important. Sauf que là, devant moi, nous, ce qu'on a aujourd'hui de la part de la métropole, c'est le schéma départemental qui a été lancé pour l'accueil des gens du voyage. Donc il y a bien une étude qui a été menée entre la métropole, le département, et qui n'est pas redescendue encore jusqu'au niveau des communes, pour lequel ils essaient de trouver des solutions, au moins, on va dire, entre guillemets, humaines, pour pouvoir les rassembler. Sauf que nous, notre foncier aujourd'hui sur la commune, si on devait, la crainte que vous avez, je la comprends, et moi aussi je l'ai, puisque quand ils arrivent aussi nombreux, on essaie de se parer pour pas qu'ils stationnent chez nous. Mais sur la commune de Roquefort-la-Bédoule, on n'a pas les équipements, voire même le foncier nécessaire pour recevoir autant de personnes. Sauf que voilà, donc aujourd'hui, il y a une grosse réflexion qui est menée à l'échelle départementale, puisque le problème ne concerne pas que Roquefort-la-Bédoule, Cassis, Carnoux, il concerne l'ensemble du département, puisque quand ils sont à Gémenos, ils se sont mis sur le parking de Gémenos, ils sont à Aubagne, ils sont à Martigues, ils sont de partout. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut trouver des solutions et ça sort du cadre de notre circonscription. Il faut aller bien au-delà pour pousser la réflexion. Donc je sais qu'il y a des réflexions. D'ailleurs, le schéma départemental, il est là, avec toutes les obligations, les espaces qu'il faut créer, etc. Mais bon, à ce jour, il n'y a rien qui a été identifié. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il faudra que ça passe par le PLU, une modification du PLU, parce qu'on ne peut pas transformer une zone agricole en zone pour stocker des gens du voyage. Donc voilà, il va falloir trouver. Donc pour l'instant, c'est un peu dans le vague et dans le flou. Voilà. Monsieur le maire, quand vous parlez de La Ciotat, du terrain de La Ciotat, est-ce qu'on conçoit un minima d'accueil ou... Ah ben oui, quand on conçoit une aire d'accueil, il faut que ce soit une aire d'accueil qui soit constituée avec des sanitaires déjà. Oui, d'accord. Non, mais vous parlez le terrain était trop petit. Il est quand même important ce terrain. Je croyais qu'il y avait eu un problème de il est trop petit et mal adapté pour recevoir les véhicules. Et puis il y a un problème de sécurité à l'intérieur. Étant une carrière et n'ayant qu'un accès pour sortir, s'il venait qu'à y avoir un feu, il faut penser à tout, là. C'est-à-dire que je suppose que Madame la Présidente n'a pas envie de se retrouver un jour attaquée parce que le plan de circulation n'aura pas été défini comme il le faut. Voilà, ne modifions pas le PLU de Roquefort-la-Bédoule pour ça, quand même. Non, mais compte sur vous. Le PLU, à un moment donné, il sera rediscuté. Et là, peut-être qu'ils adapteront déjà des aires de gens de voyage. Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Ça, c'est une compétence métropolitaine et départementale, puisqu'il faut quand même les deux. Mais il faut qu'à un moment donné, les moyens soient mis pour recevoir autant de caravanes. Et l'année dernière, c'était Carnoux, le stade était plein. Cette année, ils ont rempli quand même la carrière de Cassis.
du Brégadin, c'était complet. Je veux dire, voilà, donc ils sont de plus en plus nombreux. Mais on ne pourra pas non plus faire des accueils pour recevoir 300 caravanes. On fait juste en fonction de la réglementation. Oui, mais le problème, Voilà. c'est qu'ils arrivent à 300. Donc, Ah oui, non, mais de toute vous allez façon, leur il y aura- expliquer, vous, que vous ne voulez pas les recevoir, vous allez voir. Il y aura toujours C'est assez rock'n'roll. Hein, des campements sauvages. là. Question numéro 3. Question numéro 3, la sécurité sur la commune. Monsieur le maire, les 3 agents de police municipale sur le terrain sont en nombre très insuffisant et ne pourront pas assurer convenablement la sécurité du village durant les festivités, ni pallier à l'absence des effectifs de gendarmerie réquisitionnés à Marseille pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes en ce qui concerne le recrutement de nouveaux policiers municipaux et quelle est votre organisation sécuritaire en cette saison estivale ? Déjà, vous ne lisez pas le journal de la commune parce que c'était marqué dedans. Un 4e agent a été embauché au 1er juin. Donc, l'article est paru dans le dernier journal municipal. Je me permets de vous dire que je n'ai pas reçu à ce sujet le bulletin municipal. Beauvallon l'a pas reçu non plus. Alors, Donc, hein, pourtant, il a été distribué. Hein, mais bon. sûrement. Nous avons 2 agents, brigadiers et chefs principaux en arrêt maladie et un agent du même grade en disponibilité pour convenance personnelle depuis 3 ans. Cela porte à 7 le nombre d'agents de la police municipale sur la commune. 4 agents et une assistante administrative sont en position d'accueil. En ce qui concerne les absences pour congés annuels, elles se posent pour la moitié d'effectifs. Heures de supervision de vidéoprotection afin que les agents de police puissent intervenir sur le terrain lorsque les éléments ou que des comportements sont jugés suspects. Enfin, aucun militaire de la brigade de gendarmerie de Carnoux n'est détaché au JO. Ils seront présents sur les festivités de notre commune. Question numéro 4. La pelouse du stade est en cours de remplacement. Nous voyons de jeunes gens travailler dur pour retirer l'ancienne pelouse sans aucun grand moyen. Conditions de travail difficiles qui semblent quelque peu indignes. À l'issue, comment va-t-elle être évacuée et doit-elle toujours être récupérée pour être envoyée au Maroc, comme vous nous l'avez annoncé au dernier conseil municipal ? C'est moi. Et Brigitte. Tu réponds ou je t'enchaîne ? Allez, comme tu n'as pas appuyé sur le bouton, tu n'auras pas le micro. L'association qui devait procéder au découpage a eu un petit contretemps ce début d'été. Cependant, afin de ne pas pénaliser l'avancement du chantier dont la préparation débute le 15 juillet, nous avons recruté des agents saisonniers afin d'effectuer cette tâche. Le micro. Comme vous pouvez l'imaginer, les contrats de travail sont réguliers, le matériel nécessaire a été loué, les EPI, équipements de protection individuelle, leur ont été octroyés et l'organisation du temps de travail a été adaptée à la difficulté de la tâche et aux chaleurs estivales. Ces jeunes gens travaillent de 7h à 11h30 et de 12h à 14h. Des bouteilles d'eau fraîche, les vestiaires du stade, des barnums et des tables et chaises sont à leur disposition. Ils n'ont pas de conditions indignes de travail. Ils sont astreints, comme les agents du service technique, aux 1607 heures obligatoires dans la fonction publique territoriale et au règlement intérieur du temps de travail voté par la collectivité sous votre mandature. La récupération de la pelouse se partagera entre l'association initiale et l'armée dans les jours qui viennent. Une convention est pour cela en cours de signature. Question 5. Alors, question 5. Monsieur le maire, vous évoquiez et espériez obtenir une subvention supplémentaire aux 50% envisagés pour le stade en cette année d'organisation des Jeux Olympiques en France. Avez-vous pu bénéficier d'une quelconque largesse du gouvernement sur ce projet ou est-ce encore un espoir illusoire ? Donc je vais répondre. Non, aucune largesse n'a été nécessaire de qui que ce soit
pour la simple et bonne raison qu'il suffit de respecter les protocoles d'octroi de subventions, qu'il s'agit du département des Bouches-du-Rhône ou de l'Association nationale du sport, l'Agence nationale du sport, en lien avec les fédérations françaises de foot et de rugby. Un panneau d'information sur le financement de l'opération est obligatoire sur le chantier. Dès que les notifications officielles nous seront adressées, tout ceci sera affiché en toute transparence. Je tiens à préciser que lorsqu'on demande une subvention au département, elle est révisable dès lors que la maîtrise d'œuvre nous indique des travaux supplémentaires. On n'a pas eu besoin de largesse de qui que ce soit. Question numéro 6. Monsieur le maire, nous voyons sur une belle photo de la Provence, que la commune conserve sa deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris. Il est bien dommage que les agents municipaux des espaces verts, à l'origine de cette distinction, ne soient pas associés à la photo, comme à chaque fois, alors que c'est à eux qu'en revient le mérite. Mais heureusement pour vous que les membres du jury ne sont pas venus en personne constater l'étendue des dégâts en ce début de saison estivale. Le jury aurait pu constater que les jardins municipaux sont pour la plupart à l'abandon, que les haies ne sont pas taillées, que les pauvres sujets restants meurent de soif malgré l'installation d'un arrosage automatique qui n'est certainement pas programmé, et voir que les plantes disparaissent peu à peu sans être remplacées et que le reste est en souffrance. Où sont passées nos belles jardinières disposées sur les barrières, achetées à grands frais, bien fleuries et tant appréciées des bédoulins et des commerçants? Nous ne sommes pas et ne serons pas en période de restriction d'eau cette année. Une note fleurie de plantes méditerranéennes peu consommatrices, en adéquation avec les critères de la deuxième fleur, aurait fait l'admiration de tous, ainsi que des touristes de passage sur notre commune. Cette deuxième fleur théorique est à proposer sur un diplôme, sans lien avec la réalité. Voilà qui est bien dommage pour l'image et l'attractivité de notre commune. C'est mon tour de répondre ? Bien sûr. Oui. Allez, c'est parti, parce que c'est une question qui n'est pas une question, hein, il y en a 200. Alors, on va commencer par l'association... La question est pourquoi l'état des plantations sur le village... Non, n'insistez pas, j'ai compris la question. Voilà, il y a une question quand même. La première, c'est pourquoi on n'a pas associé l'équipe d'Espace Vert. C'est totalement faux, évidemment. Ils ont été conviés à la remise. Mais sur la photo, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas parce qu'ils ne sont pas venus. Voilà. Ils avaient malheureusement des choses plus prioritaires à faire que venir à la remise. On peut le comprendre dans l'état actuel des choses, entre tous les travaux qu'il y a à faire. Et surtout, on a une des personnes qui était en arrêt, donc... moi, je peux vous dire que le personnel était à l'époque très content d'assister à la remise. Le responsable des espaces verts, il était en arrêt de travail. Il était en arrêt de travail. Il n'y avait pas que le responsable, on invitait l'équipe. Écoutez, les autres, on les a invités. Les gens qui ont répondu non, c'est non, on ne va pas forcer les gens à venir. Enfin, et puis, dans tous les cas, ils étaient conviés, évidemment. C'est leur travail qu'on a mis en avant. Nous, on prend peut-être des décisions, mais c'est quand même eux qui font tout le travail. On en a quand même largement conscience. Ensuite, heureusement que les membres ne sont pas venus constater les... Alors, bon, je ne sais pas de quelle zone à l'abandon vous parlez. Il n'y a aucune zone à l'abandon. Quand on laisse pousser la prairie ou quand on laisse pousser, on prend de la hauteur, c'est pour protéger la biodiversité. C'est-à-dire que la tonte rase, comme on a pu connaître, comme on peut voir dans des endroits comme le Royaume-Uni ou quoi, c'est terminé. Ça n'a aucun intérêt pour la biodiversité, ça n'a aucun intérêt pour préserver justement les pollinisateurs, etc. Donc nous, oui, on laisse pousser, ça s'appelle de la gestion différenciée, et on a mis des panneaux justement dans les zones où on faisait de la gestion différenciée. Peut-être vous considérez ça que c'est de l'abandon, mais pour nous, non, ça s'appelle de la gestion différenciée. Est-ce qu'il s'agit de la réponse texto, là, où vous analysez notre question que vous avez sous les yeux? Parce que si vous parlez de prairie, on peut vous parler de la belle prairie qu'il y avait à Lusso-le-Yado, là, pour la pollinisation et qui n'existe plus. Hein. Mais non, attendez, je réponds à vos questions. J'ai le droit de... Répondez à la question, n'analysez pas la question. Mais je ne l'analyse pas, je vous donne une réponse. Mais on est en train de vous répondre, là. Mais en fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On vous demande de vous Non, vous critiquez le fait que vous expliquez sur votre papier. La question écrite. Je reprends vos points.
Donc je reprends vos points. C'est la réponse écrite. Préparé. Préparé, point à la ligne. Pardon. Alors je savais pas, pardon. Je vous dis en début de séance. Non, mais parce que je trouvais quand même plus intéressant de donner les explications. Non, l'intéressant c'est une chose et le protocole c'est autre chose. Alors le protocole. Alors concernant les jardinières qui n'ont pas été repositionnées car les services métropolitains devaient repeindre les barrières. Cette tâche a débuté il y a quelques jours, trop tardivement dans la saison, afin que nous achetions des plantes et installions des jardinières. Nous sommes certes pas en restriction d'eau pour l'instant, car seule la vallée de l'Arc est concernée, mais nous nous y attendons. Du coup, je vous ressors la suite. Notre agent qui est à l'origine du maintien de la deuxième fleur était bien évidemment invité à la remise des prix à nos côtés. Il était néanmoins pas disponible pour nous accompagner ce jour-là, ce que nous regrettons autant que vous. Point final. Parfait. Question numéro 7. C'est encore moi. Alors, c'est une question qui est en lien avec votre décision de supprimer la régie recettes de tourisme et taxes de séjour. Nous voudrions connaître le coût de l'externalisation de ce service par un cabinet privé pour l'année 2023, ainsi que les réelles recettes qu'il a permis de générer. Alors, c'est moi qui vais répondre. Depuis toujours, les hébergeurs transmettent leur état des sommes à payer au trésor public, particuliers Airbnb, Le Bon Coin, Booking, Pierre et Vacances, Gendarmerie. D'un commun accord avec Madame Rollet, responsable du CGA, Centre de gestion comptable d'Aubagne, la régie n'a plus lieu d'être, sachant qu'aucune opération ne transite par ce dispositif. En ce qui concerne la plateforme, qui n'est pas un prestataire ou une externalisation d'un service avec laquelle la collectivité a contractualisé une licence d'utilisation de logiciels. Il est vrai qu'elle apporte un peu d'intérêt. Son coût pour l'année 2023 a été de 1 728 € et le contrat n'a pas été renouvelé. Les recettes depuis 2016, 17 432,80 en 2016. 2017, 18 269,80. 2018, 19 022,08. 2019, 31 371,02. 2020, 26 796,86. 2021, 39 404,10. 2022, 39 655,06. 2023, 50 650,74. 2024, 67 726,22 pour les 6 premiers mois de l'année. Bravo. Voilà. Ah, dites-moi bravo quand même. Bravo, je viens de le dire. Voilà. Donc, vous voyez que la commune de Roquefort-la-Bédoule, contrairement à ce que vous pourrez prétendre, il y a de l'attractivité, il y a On du ne monde prétend qui vient. rien, c'était juste une information. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. La séance, donc, il n'y a pas de question. La séance du Conseil. Moi, j'aimerais rajouter une petite chose. Donc, en fait, moi, j'aimerais vous faire part d'une information importante que Monsieur le maire n'a pas abordée ce soir, je pense, par humilité, par discrétion. Mais depuis notre élection, en fait, l'opposition nous a sans cesse reproché de promettre beaucoup et de ne pas voir grand-chose. Elle nous a reproché également assez souvent une gestion financière aléatoire et non maîtrisée, et également un manque d'attractivité et de dynamisme sur notre commune. Alors, après avoir eu, il y a quelques mois, une reconnaissance régionale sur notre bonne santé financière avec la note de 18 sur 20 par l'Argus financier des communes, qui est un organisme indépendant et qui n'a aucune complaisance à l'égard de quiconque. Nous voilà aujourd'hui dans le prestigieux palmarès 2024 de la Marianne d'or de la République française. Donc cette distinction, je tiens quand même à le préciser, est attribuée à très peu de communes en France et nous la devons au travail inlassable de Monsieur le maire et de notre équipe majoritaire qui l'entoure. Elle récompense, entre autres, donc, une gestion saine, garantie et rigoureuse de l'argent du bien public et du bien public, l'engagement fort de développement local, du dynamisme et de l'attractivité, justement. Donc, soyons vraiment fiers de tout le travail que nous effectuons au quotidien
pour notre commune de Roquefort-la-Bédoule. Et bravo à tous. Voilà. Alors, je vais simplement revenir sur cette récompense. Moi, je la dois à mon équipe, parce que c'est une récompense très importante, puisqu'on est la seule commune de la région PACA à l'avoir obtenue. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive qu'on soit reconnu. Peut-être qu'on n'est pas reconnu en local, mais on est reconnu à l'extérieur, puisque c'est vrai qu'on a réussi beaucoup de choses. On a réussi une attractivité importante dans la région, et on parle de plus en plus de Roquefort-la-Bédoule. Preuve en est, on nous remet la Marianne d'or. Et la Marianne d'or, c'est quand même quelque chose de très, très important pour les communes. Il y a la Ciotat qui l'a eu, à ma connaissance, du temps de Patrick Boré, et il y a nous. Écoutez, moi, je suis fier de l'avoir obtenu. Je n'ai rien demandé, rien du tout. On m'a appelé un jour pour simplement me demander d'expliquer ce qu'était Roquefort-la-Bédoule, où ça trouvait Roquefort-la-Bédoule. Et j'ai appris un jour, par un coup de téléphone, m'expliquant qu'on avait été désigné comme commune recevant la Marianne d'or. Donc, félicitations à toute l'équipe, aux gens qui nous soutiennent et aux gens qui nous ont soutenus. Des fois à vous, parce que c'est la première fois que vous avez voté toutes les délibérations à l'unanimité. Mais en tous les cas, je tiens à vous remercier publiquement. Et c'est un travail, c'est extraordinaire. On va faire la jalousie des autres. Hein. Tant pis. Hein. Voilà. Donc, merci encore. Merci de nous soutenir. Bravo. Voilà. Bravo.